Somalie, la tension entre le pays et les Émirats arabes unis reste des plus vives. Dubaï et l'Arabie saoudite mettent la pression depuis l'été sur Mogadiscio pour que le pays prenne position dans la crise qui secoue le Golfe. Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a rencontré ce dimanche le secrétaire général de la Ligue arabe au Caire. Ils ont échangé notamment sur les dossiers libyens, syriens et palestiniens. Au Congo, Brazzaville, la capitale, a abrité hier un important sommet sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo, une rencontre marquée par la présence de plusieurs chefs d'État du continent. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue dans cette session d'information sur Sika, lundi noir pour la presse. Plus de 20 personnes, dont un photographe de l'agence France Presse et 3 autres journalistes, ont été tués dans un double attentat suicide lundi à Kaboul, dont le second a visé la presse accourue sur le site du premier. Une première explosion, en effet, s'est produite tôt lundi dans un secteur proche du siège des renseignements afghans. Shah Mehre, chef photographe du bureau de l'agence France Presse à Kaboul, se trouvait donc sur les lieux et a été tué par une deuxième déflagration. Peu après, la double explosion de lundi n'avait pas été revendiquée en fin de matinée. Selon une source sécuritaire, le kamikaze qui a visé la presse s'est préalablement glissé parmi les reporters munis de sa caméra. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit en Guinée. Les regards depuis quelques jours étaient tournés vers les États-Unis où un couple de Guinéens a été inculpé pour travaux forcés. Le mari a été identifié comme étant le fils de l'ancien président guinéen, Sékou Touré. Une petite fille arrivée en 2000 à 5 ans aurait passé 16 ans sous leur domination, violentée, transformée en esclave domestique. Elle a pu s'échapper à cette condition. Le couple est désormais appelé à répondre de ses forfaitures. Des précisions à travers son reportage. Dans le viseur de la justice américaine pour travaux forcés, le couple Touré, dont le mari, 57 ans, n'est autre que le fils de Sékou Touré, le premier président guinéen. Dans la petite ville de Soft Lake, au Texas, les voisins disent avoir longtemps pensé que la jeune fille était simplement une nounou embauchée pour s'occuper des 5 enfants du couple Touré, malgré le fait qu'elle ne soit pas scolarisée, qu'ils la voient toujours travailler sans aucune sociabilité à l'extérieur, ou même qu'on les retrouvait un jour errantes dans un parc, sans argent, sans papier et sans capacité à parler anglais. Devenue une jeune femme de 20 ans, la victime a finalement réussi à s'échapper en août 2016. Les premières accusations évoquent aujourd'hui un travail non-stop au service des Touré, des sévices corporels, de mauvais traitements permanents. Pris de court, la défense répond que l'enfant a été envoyé par son père aux États-Unis pour avoir une vie meilleure et qu'elle a été traitée comme faisant partie de la famille. Un argument qui tient à peine face aux plaintes. Ironie du sort ou pas, cette affaire prend une allure cauchemardesque pour la famille Touré la semaine même où a été célébré le 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en France et dans ses colonies. En Guinée, on suit de près l'évolution du dossier avec un sentiment de déception mêlé de révolte. Brazzaville, la capitale congolaise, a abrité le 29 avril un important sommet sur la commission climat et le Fonds bleu sur le bassin du Congo, marqué par la présence de plusieurs chefs d'État du continent. Le sommet, qui a pour invité d'honneur le roi Mohamed VI du Maroc, visait à mobiliser les bailleurs internationaux pour rendre opérationnel ce Fonds bleu pour la préservation du deuxième poumon écologique de la planète. Reportage. Ce premier sommet des chefs d'État et de gouvernement à Brazzaville intervient 1 année et demie après le lancement de l'initiative du Fonds bleu par le Congo à l'occasion de la COP22 à Marrakech, au Maroc. Le mémorandum d'entente portant création de ce fonds a été signé par une douzaine de pays en mars 2017 en terre congolaise. Tous les dirigeants des pays concernés se proposent d'adopter une position commune pour la préservation de l'environnement, mais aussi de définir les projets dits intégrateurs de développement et de mobiliser des financements auprès des bailleurs en vue de leur réalisation. Les projets du Fonds bleu portent entre autres sur l'amélioration des voies navigables, la construction des petits barrages hydroélectriques, le renforcement des systèmes d'irrigation ou encore le développement de la pêche. Invité d'honneur du sommet, le roi Mohamed VI du Maroc n'a pas été du reste.
En plus du sommet, a été inscrit à son agenda d'autres discussions, échanges avec son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Une signature de nouveaux accords bilatéraux a sanctionné les échanges. La dernière visite du souverain marocain au Congo remonte à 2006. Au Bénin, les travailleurs de l'ex-ministère chargé des relations avec les institutions reversés au sein du ministère de la Justice poursuivent le combat pour leur survie. Réunis donc en congrès sous la bannière de leur syndicat mère, le Sintra MCRI, ils ont opté pour une mutation profonde de leurs tests et statuts en adéquation avec leur nouvel environnement de travail. À l'unanimité des travailleurs présents, le syndicat MCRI a fait peau neuve en cédant place au Sintra JRI. Plus de précisions avec le secrétaire général du nouveau syndicat né, suivi donc de la réaction du secrétaire général de la CSTB, Confédération syndicale à laquelle le dit syndicat a désormais affilié. Le Sintra MCRI n'est pas consulté ou associé au débat qui se mène au sein du ministère. La raison officieusement évoquée par les autorités pour justifier ce refus de dialogue est que le Sintra MCRI est un syndicat illégitime. En effet, pour les autorités du ministère de la Justice, le Sintra MCRI ne devrait plus exister dans la mesure où l'ancien département ministériel auquel il était rattaché a disparu du paysage institutionnel du pays. Un syndicat ne tire pas sa légitimité de l'existence d'une entité administrative, mais plutôt de l'existence d'un personnel. Et dans la situation qui est celle du Sintra MCRI, le personnel duquel il tire sa légitimité existe toujours. À partir de ce moment, il est aberrant de penser et de dire que la disparition de l'SMCRI emporte d'office la disparition de son syndicat. La CSTB, notre ligne, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Contre la brimade, et nous vous demandons de poursuivre le combat. Nous serons avec vous. Je vais rencontrer personnellement le ministre Diogbenou pour qu'il me dise, en tant que ministre, s'il lui est venu faire des quartiers dans le ministère ou s'il est venu gérer tout l'ensemble du ministère pour l'intérêt des travailleurs. Si quelqu'un n'est pas courageux parmi vous, ne le mettez pas devant. Si quelqu'un est friand un peu de gains faciles, ne le mettez pas devant. Si quelqu'un a trop peur, ne le mettez pas devant. Je demanderai à tous les syndicats du secteur de la justice de rester unis. Si vous n'êtes pas unis, vous ne pouvez pas gagner la bataille. En Somalie, la tension entre le pays et les Émirats arabes unis reste des plus vives. Dubaï et son allié, l'Arabie saoudite, mettent la pression depuis l'été dernier sur Mogadiscio pour que le pays prenne position dans la crise qui secoue le Golfe et coupe les ponts avec le Qatar. Or, les Somaliens ont toujours choisi la neutralité. Depuis, les relations ne cessent de se détériorer entre les deux pays. Reportage. Refus de Mogadiscio de prendre clairement position dans la crise qui secoue le Golfe. La Somalie en paie désormais le prix fort. Dubaï a stoppé l'activité d'un hôpital qui finançait à Mogadiscio et mis fin à son programme de coopération militaire. Les Émiratis ont évacué leur camp d'entraînement dont l'armée somalienne a pris le contrôle. Une fusillade a éclaté sur place entre une unité et des troupes formées par les Émirats qui ont réussi à embarquer 600 à 700 armes revendues ensuite au marché noir. Dans ce bras de fer, des journalistes ont également révélé l'existence d'un contrat secret signé par le ministre somalien de la Défense d'un côté, la compagnie émirati SKA International de l'autre. Cet accord opaque permettait à l'entreprise d'assurer la logistique du matériel de toute l'armée somalienne. Dans l'embarras, le gouvernement a finalement déclaré illégal et annulé le dit contrat. Alors que des négociations avaient commencé mi-avril entre les deux pays, ces affaires ont relancé la passe d'armes. Les Émirats ont même suspendu les visas accordés aux Somaliens. Une sanction d'importation du bétail somalien n'est désormais plus exclue, confie un diplomate. Face à l'étau qui se resserre un peu plus, les États fédérés somaliens mettent la pression sur Mogadiscio, car la plupart de leurs forces de sécurité sont financées par les Émirats. Mais pour l'instant, Mogadiscio reste imperturbable.
Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian rencontre ce dimanche le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Aboulgueï au Caire. Et ce, dans le cadre de sa visite en Égypte où ils doivent échanger notamment sur les dossiers libyens, syriens et palestiniens. Reportage. Le chef de la diplomatie française effectue une visite en Égypte pour des entretiens avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboulgueï. Au menu des discussions, les dossiers libyens, syriens ou encore palestiniens. Jean-Yves Le Drian doit également rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi ainsi que son homologue Sameh Choukri. Il rencontrera également des chefs d'entreprise françaises implantés en Égypte et visitera le chantier de la nouvelle ligne de métro du Caire réalisée en coopération avec la France. Selon un porte-parole du ministère français des Affaires étrangères, sur la Libye, les échanges porteront sur les progrès de la médiation de Ghassan Salamé, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour ce pays plongé dans le chaos depuis la chute du guide libyen Muammar Kadhafi en 2011. Concernant la question palestinienne, le ministre français soulignera l'appui de la France à l'action égyptienne pour faciliter la réconciliation interpalestinienne. Quant à la question portant sur la Syrie, il évoquera notamment les besoins humanitaires et la solution politique au conflit qui a fait plus de 350 000 morts depuis 2011. Toujours selon la même source, le ministre français évoquera aussi la question des droits de l'homme et le dialogue engagé à ce sujet avec les autorités égyptiennes. En République démocratique du Congo, un tribunal militaire a condamné samedi un chef de guerre à 20 ans de prison. Les juges l'ont reconnu coupable de crimes de guerre commis il y a 10 ans. Maron Toumoua a été reconnu coupable de viol, d'esclavage sexuel et d'attaques contre des civils dans l'est de la RD Congo 10 ans plus tôt. Un tribunal militaire a donc condamné le chef de milice à 20 années de réclusion. Selon l'organisation non gouvernementale Trial International, Ntumwa a persécuté des centaines de villageois entre 2005 et 2007. L'ONG l'a décrit comme dirigeant un groupe organisé qui a enlevé et torturé des hommes et des femmes, attachant les victimes aux arbres ou les jetant dans des fosses. Le procès a également ordonné une indemnisation de 2 à 5 000 $ à chacune de ces victimes. Les provinces du Nord et du Sud Kivu ont connu une vague de violence de la part de milices qui estorquent souvent de l'argent aux civils ou se basent entre elles pour le contrôle des ressources minérales. Le procès qui s'est tenu du 13 au 28 avril jugeait des faits remontant aux années 2005 à 2007. Le procès s'est tenu 3 mois après la condamnation à perpétuité de 11 miliciens jugés pour des viols massifs sur des fillettes à Kavumu, dans cette même province du Sud Kivu, fief d'autres milices qui violent toujours des femmes et des fillettes en 2018. Et c'est sur cette information que nous refermons cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Très bonne journée à chacun et à tous en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.